bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir si nombreux. Merci. Donc cette fois-ci, vous l'avez remarqué, il n'y a plus de place vide dans l'amphi. Je suis obligée de faire un peu le service d'ordre moi-même. Vous êtes très friands de cette conférence d'ouverture et vous êtes très nombreux. Donc au nom de toute l'équipe DG Consultants, je vous souhaite la bienvenue pour ces 19e assises, la bienvenue au cœur de cette belle communauté cyber. Les assises, chacun le prépare à sa façon. C'est un vrai marathon. Et vous allez respirer, vivre et même courir cybersécurité pendant 3 jours. Donc je vous souhaite bon courage. J'espère vous proposer avec Florence le comité de programme des assises et les partenaires et l'ensemble de tous nos partenaires, un programme à la hauteur de vos enjeux et des défis que vous devez relever. J'espère que ce programme vous satisfera. Dans le forum, vous allez retrouver l'espace Exatrust, les démos du Tech Lab, l'espace cyber malveillance qui nous tient à cœur, l'espace cyber Monaco Cyber Initiative aussi. Nouveauté cette année, un espace jeune entreprise qui illustre le dynamisme du secteur. Donc vous découvrirez aussi ce nouvel espace. Enfin, de nombreuses interventions de personnalités internationales lors des keynotes. Et aussi un grand vent de fraîcheur avec notre conférence plénière cette année, avec le témoignage d'un jeune aventurier, Mathieu Tordeur, qui a passé plus de 50 jours dans l'Antarctique. Sinon, remise aussi pendant ces assises de 2 prix qui nous tiennent à cœur et dont nous sommes très fiers. Le prix de l'innovation qui sera remis à une jeune start-up jeudi et que vous pourrez rencontrer dans le forum, bien sûr. Et le grand prix des RSSI qui sera remis à la fin de cette conférence, après l'intervention de Guillaume Poupard. Voilà, pour ouvrir officiellement ces assises, je suis très honorée d'accueillir Monsieur Patrice Célario, ministre de l'Intérieur et conseiller de gouvernement de la Principauté de Monaco. Je vous passe la parole. Je vous laisse ouvrir officiellement ces 19e assises et vous remercie de votre présence. Vous avez Bonjour à tous. Mesdames, Messieurs, je voudrais en premier lieu vous souhaiter, au nom de Son Altesse Sérénissime, le Prince souverain et de son gouvernement, la bienvenue en Principauté de Monaco. Je me dois également d'excuser Son Excellence M. Serge Tell, ministre d'État de la Principauté, qui, du fait d'autres obligations, ne peut pas être présent avec nous aujourd'hui. Une nouvelle fois, la Principauté est heureuse d'accueillir les assises de la sécurité et du système d'information. Cet événement n'a cessé de prendre de l'ampleur au cours de ces 19 éditions, me semble-t-il, et a fait choix de tenir en Principauté 14 ou 15 éditions. Et je crois qu'il faut remercier les organisateurs d'avoir une fois encore choisi ce merveilleux vaisseau qu'est le Grimaldi Forum pour tenir ces assises. Donc je voudrais remercier sincèrement les organisateurs de leur dynamisme et de leur talent d'organisation, parce que je sais que ce n'est jamais très simple de réunir autant de participants en si peu de temps pour des sujets aussi intéressants fussent-ils. L'an dernier, Son Excellence, Monsieur le Ministre d'État, en ouvrant vos débats, avait évoqué les ambitions de la Principauté avec le plan de transition numérique qui se lançait en Principauté, avec d'une part la création d'une délégation interministérielle pour la transition numérique, avec des budgets bien évidemment conséquents pour mener cela à bien, et également l'ouverture de chantiers structurants et transversaux pour l'administration monégasque, mais aussi pour la Principauté elle-même. Pour mener à bien cette ambitieuse politique, il est apparu évident, mais je crois que vous le partagez tous, qu'il fallait travailler à la sécurité des réseaux, qu'ils soient fixes ou mobiles. C'est une priorité parce que sans une base ou un socle solide, on bâtit sur le sable et on sait tous ce que peuvent devenir les châteaux de sable. Qu'il fallait également mettre en œuvre une stratégie dite de stratégie par design. Cette stratégie devient bien évidemment une évidence pour
lancer de nouveaux services, parce que comment pourrait-on imaginer aujourd'hui lancer de nouveaux services, de nouveaux systèmes, sans garantir la sécurité de ceux-ci et des données qui y sont véhiculées. Qu'il fallait également mettre en œuvre une procédure systématique d'homologation de tous nos systèmes avant leur mise en service. En ce sens, nous avons mis en place un certain nombre de procédures et des consignes ont été édictées pour qu'une telle homologation se fasse avant toute nouvelle mise en service de systèmes d'information en principauté. C'est vrai pour l'administration monégasque et l'ensemble de ses services ou des entités qui dépendent directement d'elle. C'est également vrai pour l'ensemble des opérateurs d'importance vitale de la principauté. Il fallait également, bien évidemment, forger la confiance des utilisateurs et des résidents de la principauté dans le numérique, et en particulier à l'aube d'un développement des différents e-services qui verront le jour en 2020. Cette confiance, bien évidemment, est fondamentale, mais elle ne peut reposer que sur des éléments sûrs qui confortent cette confiance et qui la forgent. C'est évident pour le domaine de l'e-santé, compte tenu des données, bien évidemment, qui y sont traitées. C'est également nécessaire et évident pour tout le domaine autour de l'identité numérique et des services de confiance. Et qu'il fallait également développer, déployer la sécurité au plus près des utilisateurs pour, d'une part, nourrir leur confiance, bien évidemment, mais également pour leur faire prendre conscience qu'ils peuvent constituer un maillon faible de la chaîne cyber. Aujourd'hui, la principauté est en phase de finaliser l'ensemble du cadre juridique, législatif, réglementaire, technique de cette transition numérique, selon des standards communément admis à l'international. Donc Monaco affiche une situation assez unique sur un territoire très exigu, très contenu, porteuse de complexité, mais également disposant ou offrant des opportunités exceptionnelles face à cette évolution ou cette révolution numérique. Dans ce contexte et cet environnement, la principauté veut montrer l'exemplarité d'un État qui change, qui se transforme et qui s'adapte à ce monde en pleine mutation. Porté par le numérique, les nouvelles technologies vont forger un monde différent. Et 2030, le monde de 2030 sera radicalement de celui que nous connaissons aujourd'hui, radicalement différent. La principauté entend bien y être pleinement présente. Pour illustrer l'importance attachée par Monaco au numérique et à la cybersécurité, le village Monaco Cyber Initiative est à nouveau présent sur les assises. Et autour de l'Agence monégasque de sécurité numérique, ce village rassemble les différents acteurs de la principauté dans le domaine du numérique et de la cybersécurité, avec également les assurances et les opérateurs qui y interviennent. Je voudrais remercier à nouveau les organisateurs pour avoir permis la tenue de ce stand, de ce village, et je vous invite à passer rencontrer les entreprises de la principauté qui recherchent bien évidemment des partenaires. Monaco est tellement petit qu'on a besoin de coopération, c'est quelque chose de vital pour la principauté. Pour conclure, je vous souhaite à vous tous, participants, aux organisateurs, un excellent forum, des échanges fructueux, des avancées dans le domaine de la cybersécurité. Et je renouvelle mes remerciements aux organisateurs pour leur choix de la principauté et de m'avoir permis de m'exprimer et d'ouvrir ces assises avec vous aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Voilà, sans plus tarder, j'ai le plaisir d'appeler Guillaume Poupard pour cette keynote d'ouverture. Merci. Bien, bonjour à tous. Bon, c'est GG. Ton tour va venir, bouge pas. Chers amis, quel plaisir d'être là une fois de plus. Moi, ça commence à faire beaucoup. Trop, diraient certains. Enfin, c'est toujours avec un très grand plaisir que je viens ici. D'abord pour bénéficier d'un environnement exceptionnel, pour avoir le plaisir de
de revoir nos amis monégasques, dont je suis presque jaloux du dynamisme en termes de transformation numérique de l'État. Enfin, on fait plein de choses aussi en France, mais enfin, c'est parfois un peu plus compliqué. Et cher Dominique, voilà, pour toute la coopération qu'on a pu avoir et qu'on continue à avoir dans ton nouveau poste. Voilà, c'est vraiment un plaisir d'être ici, c'est un plaisir de vous revoir. C'est un peu, je réfléchissais ce matin à ce que j'allais vous dire pour commencer. En fait, j'ai un peu le sentiment de la réunion de famille qui se répète tous les ans. Cette réunion de famille, on l'attend. C'est toujours un moment agréable, c'est toujours un moment important. Et si cette réunion de famille elle est possible, c'est en particulier grâce à la voix off qu'on a entendue de Gérard, qui a su créer cette ambiance au fil du temps, cette alchimie très particulière des assises, qui fait qu'on peut à la fois parler de choses très sérieuses, qu'on peut à la fois avoir des moments de détente, qu'on peut faire du business, qu'on peut rencontrer énormément de personnes, et finalement, à l'espace de quelques jours, faire beaucoup plus que ce qu'on peut faire en plusieurs semaines, en étant chacun dans nos silos respectifs. Donc ça, c'est absolument remarquable. Et donc, à mon tour, je souhaite féliciter les organisateurs pour ce moment exceptionnel où on a toujours vraiment plaisir à revenir. Dans ce que je voulais vous dire, alors, je vais éliminer un premier sujet. Le premier sujet, c'est celui de la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui collectivement. Je m'interdis de parler de situation de guerre à l'échelle internationale, parce que la guerre, c'est sérieux, parce que la guerre, ça a un sens, la guerre, c'est codifié. Mais on n'en est pas très loin, objectivement. La situation est extrêmement conflictuelle. Les victimes avec qui on travaille à l'ANSSI ont le sentiment d'être des victimes, quasiment des victimes de guerre. L'agressivité de certains pays, de certains États, y compris parmi les plus grands, n'a jamais été aussi forte. Les conséquences que ça peut avoir sur le fonctionnement de nos États, sur notre économie, sur la vie de nos concitoyens, commencent à être sérieusement impactées par des attaques de plus en plus graves. On n'est qu'au début. Donc la situation est fondamentalement grave. Donc je m'interdis de parler de guerre, mais vous voyez, on n'en est pas très loin. Mais ça, vous le savez, donc c'est pour ça que je ne veux pas vous parler de ça. C'est pas l'intérêt. Ce qu'il faut, évidemment, c'est que ce soit tous ceux qui y a autour de nous, ou dans d'autres écosystèmes, qui prennent conscience de ces sujets-là, non pas pour trembler, non pas pour avoir peur, parce que la peur, en soi, ça ne sert pas à grand-chose, mais bien pour bouger et prendre en compte ces questions de sécurité numérique à leur juste niveau. Message que l'on pousse depuis des années, que l'on pousse collectivement, et qui n'est pas encore tout à fait entendu au juste niveau, malheureusement. Mais ça viendra, ça viendra. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit là, qu'on soit présent au bon moment, quand les gens prennent conscience du sujet, pour leur apporter des solutions. Pas leur apporter des problèmes, mais bien leur apporter des solutions. Donc je ne veux pas vous parler de messages anxiogènes, de choses comme ça. Ils sont là, les messages, ils s'imposent à nous. Ce n'est pas à nous d'en rajouter, même, je ne pense pas. On est dans une complexité technologique qui ne cesse d'avancer. Vous le savez très bien. On est dans une complexité voilà, où l'informatique qu'on a connue il y a 20 ans est un souvenir. Tout ça a complètement été transformé. Ça continue à se transformer extrêmement vite. Et on se retrouve parfois même à être surpris de la vitesse à laquelle vont les choses. Cette anticipation, mais ce n'est pas de l'anticipation à 30 ans, comme on peut le faire dans certains domaines sérieux. Non, cette anticipation à 5 ans, rien que celle-là, elle est compliquée à faire. Et notre rôle, collectivement, c'est bien d'être capable d'accompagner cette transformation pour apporter des solutions, même si c'est très déroutant. Et que la tentation peut être, parfois, de dire « Non, mais allez pas trop vite, utilisez plutôt les technologies d'il y a 20 ans, celles-là, on sait enfin les sécuriser. » Si on fait ça, on a tout faux, objectivement. Donc ce qu'il faut, c'est que cette communauté de la sécurité soit à même de s'adapter très très vite, et c'est épuisant. On parlait de course à pied tout à l'heure, de marathon. C'est un marathon permanent pour suivre cette évolution technologique, mais si on n'est pas capable de courir avec le peloton de tête, on ne sert à rien, fondamentalement. Et donc dans ce contexte-là, l'enjeu pour nous tous, il est de continuer à se transformer collectivement. Se transformer, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de garder solides les bases qu'on a construites depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Le but n'est pas d'éliminer le passé. Le passé, on l'a construit patiemment, on l'a construit intelligemment, je pense. On peut en être fier. Cette base-là, elle doit être solidifiée. Pour ne parler que de la France, le travail de coopération que l'on a aujourd'hui entre les différents services de l'État, je salue notamment le ComCyber, qui est caché au premier rang, et avec qui on a une coopération exceptionnelle,
mais c'est vrai avec d'autres administrations, c'est vrai avec d'autres ministères. Ce modèle, parfois on appelle très, très pompeusement un modèle français, s'impose comme étant un modèle efficace pour faire de la cybersécurité, où chacun est dans son rôle, chacun est dans son domaine de compétences, et ensuite on sait faire travailler ensemble ces différentes composantes avec la bienveillance des plus hautes autorités de l'État. Sincèrement, c'est un bon modèle. Et sincèrement, je n'échangerai pas. Enfin, peut-être avec Monaco, mais c'est une exception. Je n'échangerai pas avec mes autres partenaires internationaux qui ont parfois plus de moyens, voire beaucoup plus de moyens, mais qui ont aussi d'autres problèmes. Et sincèrement, l'alchimie, là encore, qu'on a su trouver en France, elle est remarquable. Cette alchimie, elle fonctionne parce que donc, la partie publique fonctionne, mais la partie privée fonctionne également, et on se parle énormément, on travaille très bien ensemble, il y a de nombreux projets, je vais revenir sur certains d'entre eux, qui font que voilà, le partenariat public-privé, dont parfois on nous rabat les oreilles avec finalement une concrétisation un peu décevante, ce partenariat, il existe véritablement, et c'est la base du fonctionnement de notre modèle. L'usage de la réglementation, je ne vais pas y revenir, mais les OIV, les OSE, pour ceux qui connaissent, c'est également une bonne démarche qui permet de garder une dynamique, qui permet de catalyser cette coopération, de forcer la coopération. Est-ce qu'on peut forcer une coopération? Ben oui, et la réglementation permet de faire ça. Donc tout ça, il faut le garder, il faut le solidifier, il faut continuer à s'en servir de socle pour faire de la cybersécurité efficace et positive. Si on étend un peu le champ, une petite parole pour nos amis de cybermalveillance.gouv.fr, du GIP-ACIMA, que j'ai toujours l'honneur et le plaisir de présider. Voilà une initiative qui est concrète. Voilà une initiative qui ne coûte pas cher, objectivement. Enfin, qui ne coûte pas cher, mais on est toujours preneur de nouveaux membres, je dis au passage. Parce qu'on est sur des effets de levier très forts. Voilà. On est avec des ressources qui sont bien utilisées et qui permettent de porter nos messages vers de nouveaux publics que l'on veut protéger. Le kit, allez les voir, ils ont un stand pas très loin. Ils font un kit qui permet d'expliquer des choses, de porter des messages de manière à la fois ludique et efficace. Ce kit, il est pour vous. Allez les voir, vous pouvez le personnaliser. Tout ça, évidemment, est en licence open, tout, je ne sais plus trop quoi. C'est fait pour vous. Utilisez-le. Donc, allez les voir. Ils seront absolument ravis de vous accueillir. Et puis, au-delà de ce socle qu'on a construit efficacement, on a envie de faire plein de nouvelles choses. Je le disais encore hier en interne au sein de l'agence, pour nous, on fête nos 10 ans cette année. Les 10 ans à venir, c'est quoi? Si ces 10 ans, c'est simplement doubler de taille pour en faire 2 fois plus, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir de nouvelles idées et de continuer à innover dans la manière de porter ces sujets de sécurité numérique. Parmi les idées que l'on pousse beaucoup en ce moment, il y a celle de la création d'un campus cyber. Alors, des campus cyber, des idées de campus cyber, si vous regardez un peu, il y en a pas mal. Il y en a qui ont réussi, qui existent déjà, qui sont très, très puissants, qu'on observe chez des partenaires étrangers. Certains sont remarquables, certains sont plus décevants. En France, on a la volonté de se faire un campus, mais pas pour faire un campus, pas pour faire comme les autres. L'idée, c'est bien de continuer à travailler sur la mise en commun des énergies, des acteurs publics, privés, des chercheurs, du monde de l'enseignement, des startups, de l'innovation. Voilà. Autant de mots qui peuvent être des buzzwords, mais si on les met ensemble, pour travailler sur des sujets prioritaires, sur lesquels je vais revenir, eh bien, je suis certain qu'on sera capable de faire beaucoup plus que la somme des composantes individuelles. Ce campus cyber, l'aide de mission a été confiée à Michel Vandenberg, tuté personné par le Premier ministre, pour élaborer ce projet, voir quelle forme il pourrait prendre, de manière à avoir ce lieu qui nous manque aujourd'hui, je pense, où on pourrait mettre toutes ces énergies en commun, et je serais ravi que l'ANSSI participe activement à un tel campus. Les réflexions ont commencé. Il y a un noyau dur avec 3 grands industriels, je cite dans le désordre, Orange, Thales, Atos. C'est pas qu'on n'aime pas les autres, il n'y a pas d'arnaque, simplement qu'il fallait commencer pour voir si ça faisait un sens de mettre de telles énergies ensemble. On peut être compétiteur et en même temps avoir des intérêts communs. Je pense que c'est exactement ce qui ressort des discussions que l'on a avec ces grands industriels qui commencent à peser lourd, au bon sens du terme, dans le monde de la cybersécurité. Mais bien entendu, l'idée, c'est pas de s'arrêter là. L'idée, c'est de venir chercher d'autres énergies,
je disais, des chercheurs, des formateurs, des start-upers, et d'autres grandes entreprises, et d'ailleurs pas forcément s'arrêter au strict périmètre français. Ça n'aurait pas de sens. Donc je vous passe le message. N'hésitez pas à contacter Michel. Il sera absolument ravi. Il est en pleine réflexion en ce moment. On l'y aide autant qu'on peut. Ce campus cyber, au-delà des mots, ça peut vraiment être un très très beau projet où on peut tous y trouver notre compte. Autre domaine qui va nous permettre de faire plus, de continuer à avoir cette courbe exponentielle de croissance, sans pour autant avoir des moyens qui croissent exponentiellement. Il y a quelque chose auquel on croit beaucoup à l'ANSSI, c'est l'open source. Alors l'open source, il y en a qui en font parce que c'est cool. Nous, on en fait parce qu'on pense sincèrement que c'est une manière d'aller chercher des énergies là où autrement on ne saurait pas forcément aller les trouver avec nos méthodes classiques. Et typiquement, les communautés qui sont en train de se former aujourd'hui autour de produits qu'on a mis en open source, qu'on a révélés, que l'on donne fondamentalement, mais on le donne avec une arrière-pensée, c'est de récupérer un maximum de contributions. Eh bien, ce développement open source, c'est quelque chose qui, à mon avis, a totalement un sens dans un domaine comme celui de la sécurité numérique. Ça peut paraître paradoxal. Il y a peut-être qui se disent, bah non, justement, on veut faire de la sécurité, donc il faut tout cacher. C'est exactement l'inverse, évidemment. Et donc c'est en ouvrant ces outils de sécurité numérique, en les partageant, en faisant en sorte que ça devienne des outils utilisés par le plus grand nombre, de ceux que ça concerne, évidemment, que l'on peut faire des tas de choses. Donc, j'ai peut-être déjà parlé on a ClipOS, on a le projet Wookie, dont j'ai croisé une première implémentation hors ANSSI tout à l'heure, et j'en suis absolument ravi, par SecLab. Et on a deux très beaux projets qui viennent de sortir récemment. Le premier qui s'appelle OpenCTI, c'est un peu barbare comme nom. Le coupable, il est devant, c'est Samuel Hassine. OpenCTI, c'est pour faire de la Threat Intel. Alors, sur le salon, je pense que la moitié des stands font de la Threat Intel, donc on est un de plus. On n'est pas en concurrence. Ce que l'on veut, le sentiment qu'on a, c'est qu'on a besoin d'outils, évidemment, pour manipuler cette Threat Intel. Donc OpenCTI, ça fait ça. Passez sur le centre de l'ANSSI. Samuel sera ravi de vous expliquer comment ça marche. Je pense que c'est un très très beau projet. En tout cas, moi j'ai été séduit dès le départ quand il m'a été présenté il y a maintenant un certain temps. Et puis l'autre projet qui est amusant, c'est Defear Orc. Orc tout seul, c'était déjà pris, on m'a dit. C'est quoi Orc? En fait, c'est la boîte à outils que nos auditeurs ont développée au fil du temps lors des opérations de réponse à incident chez des vraies victimes. Et donc ça permet de collecter plein d'informations, ça permet d'agir vite, de faire de la réponse à un incident efficace. Et quand on en a parlé il y a un peu plus d'un an en interne, j'ai demandé à mes équipes, mais pourquoi on le garde pour nous, ce truc-là? Pourquoi est-ce qu'on ne le partage pas? Est-ce qu'il y a une bonne raison pour ne pas le partager? Et la réponse a été non, non, il n'y a pas de raison de ne pas partager. Et donc c'est un truc de plus que l'on va partager. La règle actuelle étant clairement, on partage sauf s'il y a une bonne raison de ne pas le faire. Et pas l'inverse. Et ça fait une très très grosse différence en pratique. Et puis un sujet absolument majeur qui va nous occuper, qui doit nous occuper pour les mois et les années à venir, c'est le sujet de la détection. Mon sentiment à très grosse maille, c'est que la partie prévention, anticipation, formation, tout ça, il y a un milliard de trucs qui restent à faire, mais on voit à peu près où on va. Et les idées un peu fortes qu'on a eues il y a quelques années sont en train de se révéler gagnantes. La partie réponse à incident, le quotidien, malheureusement, montre qu'on sait faire. Entre les deux, je schématise beaucoup, mais entre les deux, il y a la détection. Là, par contre, on est faible. On est faible collectivement. Je suis absolument effrayé, dans les grosses opérations que l'on traite, de voir à quel point les attaquants ont été capables de rentrer longtemps avant dans les réseaux, et tout ce qu'ils ont été capables de faire sans se faire voir. Ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer, ça doit changer. Et donc les questions liées à la détection, les questions d'outils, les questions de partage de données, les questions réglementaires, où on touche à des choses parfois très sensibles, qui dit détection dit voir passer pas mal d'infos, mine de rien. Évidemment, cette information, on veut la protéger, donc il ne faut pas que la détection devienne un point faible. Eh bien, toutes ces questions-là, ça doit être une priorité. Il faut vraiment qu'on continue à y travailler collectivement. On est très impliqués là-dessus, mais on a absolument besoin que les PDIS, prestataires de détection, que ceux qui font des sondes qualifiées, ou pas d'ailleurs, que toute cette énergie aujourd'hui qui est dépensée pour être meilleure en termes de détection soit plus efficace, parce que là est notre point faible probablement. Notre talon d'Achille, ça va être notre capacité à détecter les choses. Donc vous voyez, on a tout un écosystème avec énormément de choses à faire.
mais je suis confiant, parce que cet écosystème, il fonctionne, il est cohérent. Le seul piège, finalement, la seule chose qu'il faut éviter pour notre écosystème, c'est de s'enfermer et de se dire que finalement, la sécurité, c'est nous, et on va la faire uniquement entre nous. Ce que j'observe aujourd'hui, c'est que dans d'autres écosystèmes, qui ne sont pas d'ailleurs très éloignés en termes de compétences, pour prendre qu'un seul exemple, cet écosystème hyper foisonnant autour de l'intelligence artificielle, eh bien, c'est assez étanche aujourd'hui. Alors, il y a quelques personnes qui ont un pied de chaque côté, mais il y en a très 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 peu. Et fondamentalement, quand on va écouter ce que disent les gens qui font de l'intelligence artificielle, aussi brillants soient-ils, moi personnellement, je guette attentivement le mot sécurité et je suis très souvent déçu. Et pourtant, tout ce qui est en train de se développer, cette IA, cette nouvelle informatique fondamentalement, si elle n'est pas pensée en termes de sécurité, on va reproduire les erreurs qu'on a fait dans le passé avec des puces qui n'étaient pas conçues en termes de sécurité, des protocoles qui n'étaient pas conçus en termes de sécurité, des réseaux qui n'étaient pas conçus en termes de sécurité, et où on traîne des problèmes de legacy depuis maintenant 20 ans, 30 ans. Donc fondamentalement, il faut qu'on aille au contact de ces autres écosystèmes, qui n'ont rien à nous envier en termes de niveau, qui sont brillants, pour porter nos sujets et les porter évidemment de manière positive. Très concrètement, pour faire ça, j'en avais parlé il y a quelques mois déjà, nous, par exemple, on travaille étroitement avec INRIA. Je sais qu'il y a d'autres industriels qui travaillent avec INRIA. INRIA, en France, c'est une évidence. Si on veut travailler avec des chercheurs qui sont bons dans le domaine informatique, dans le domaine numérique, il n'y a pas qu'eux. Enfin, ça commence par eux. Donc le fait d'avoir un labo commun avec INRIA, c'est quelque chose qui va nous permettre concrètement d'aller au-delà des belles paroles et de vraiment mixer les écosystèmes pour faire en sorte que la sécurité ne soit pas juste quelque chose qui fonctionne de manière autonome, mais soit bien quelque chose qui imprègne les autres domaines, les autres écosystèmes. Et puis plus généralement, au-delà des écosystèmes qui gravitent, il y a toute la question du grand public. On n'a pas encore réussi à porter le sujet sécurité numérique au bon niveau dans ce grand public. Les gens sont analphabètes, mais c'est pas du mépris, hein, quand je dis ça. Les gens sont analphabètes en termes de sécurité numérique. Parfois même, nous, il faut qu'on s'interroge sur nos propres comportements, d'ailleurs. Il faut commencer par là. Et la question se pose de comment est-ce qu'on fait pour porter ces messages? Comment est-ce qu'on fait pour développer cette hygiène informatique dont mon prédécesseur devait parler ici il y a combien? 6 ans? 7 ans? Déjà. Cette hygiène informatique, elle n'est pas en place. Les gens ne se lavent toujours pas les mains. Donc, et c'est pas simple d'aller expliquer ça. Donc il faut aller l'expliquer. Il ne faut pas aller l'expliquer de manière anxiogène. On est finalement face au dilemme de la sécurité routière. Est-ce qu'il faut faire des images chocs? Est-ce qu'il faut faire de l'humour? Est-ce qu'il faut faire des belles maximes? C'est pas simple. Il y a pas d'ailleurs, c'est vraiment de la com, là, pour le coup, au sens du terme. C'est pas simple d'aller porter ces messages qui sont pas des messages que les personnes ont envie d'entendre, fondamentalement. Donc on a besoin de porter ça. Le choix que l'on a fait, sous l'impulsion de nos amis de l'ENISA, d'ailleurs, avec le mois européen de la cybersécurité, on est en plein dedans, c'est le mois d'octobre, c'est le choix de l'humour. Parce que finalement, dans tout ce que je viens de citer comme approche, c'est probablement celui qui a le plus de chances au moins de toucher les jeunes, mais même au-delà. Donc vous verrez, on continue à travailler avec le dessinateur fixe, que moi je trouve génial, sincèrement, qui, voilà, pendant tout le mois, on va diffuser des dessins pour porter des messages de plus en plus simples d'ailleurs. On était trop ambitieux au départ sur les premières éditions de ce mois européen. Cette année, c'est le Cybermois, avec un jeu de mots que la Terre entière nous envie. Je vous laisserai le trouver. Et avec des messages, changez vos mots de passe, faites des mises à jour, faites des sauvegardes. Moi, je ne sais pas descendre en dessous. Mais c'est probablement ça qu'il faut faire. Donc déjà, portons ces messages, portons-les autour de nous, pour de vrai, et assurons-nous que cette base, une fois qu'on a fait ça, on n'a pas résolu les problèmes de sécurité numérique, mais enfin, on a quand même limité les risques, objectivement. Portons ces messages autour de nous, et ces messages-là, cette hygiène élémentaire, elle doit vraiment être portée par tous, absolument par tous. Et chacun autour de nous, on est responsable de le faire. Dans nos entités, dans nos entreprises, à nous d'aller expliquer à nos patrons, à nos collaborateurs, à nos subordonnés qu'il faut se laver les mains. C'est pas forcément simple d'aller expliquer à un ministre qu'il faut se laver les mains. Je ne dis pas que c'est simple, mais il faut le faire, impérativement.
Et puis il y a le sujet plus général, là je parle vraiment de sensibilisation, mais il y a le sujet beaucoup plus général de la formation, de l'éducation. Pareil, hein, ça fait des années qu'on en parle. Je suis plutôt confiant, au sens où la mayonnaise prend avec des écosystèmes qui n'étaient pas forcément les moins réticents. On travaille très bien, par exemple, avec l'éducation nationale depuis quelques mois. Vous pourriez penser c'est une évidence qu'il faut bien travailler avec l'éducation nationale. Bah, ce n'était pas une évidence, non. Et maintenant, on travaille vraiment sur le contenu. Voilà. Qu'est-ce que les enseignants vont pouvoir porter à nos enfants comme message? À quel moment? Justement doser. Et là, on est vraiment en train de le faire. Et il y a tout un écosystème qui ne demande qu'à faire ça en plus. Parmi les profs et tout ça, il y en a plein qui veulent faire ça. Et simplement, voilà, la mayonnaise n'a pas encore pris ou n'avait pas encore pris. J'ai vraiment espoir qu'à partir de la rentrée prochaine, on ait quelque chose de bien en place pour faire ça proprement. Et puis on a d'autres opportunités. On travaille sur le SNU, par exemple. Le SNU, c'est l'occasion d'attraper les jeunes, pas très longtemps, mais de les attraper pour leur porter des messages. Eh bien, je suis ravi que le sujet cyber soit parmi les modules qui vont être portés dans le SNU pour profiter de ce petit moment pour porter des messages utiles, parmi d'autres évidemment, mais pour faire en sorte que les nouvelles générations ne soient pas complètement illettrées et aient ces quelques notions d'hygiène qui vont être importantes dans toute leur vie fondamentalement. Et puis il y a d'autres sujets, plus ou moins, voilà, c'est plus ou moins pour rire, plus ou moins sérieux. Par exemple, on a le challenge européen, ECSC, European Cyber Security Challenge, un truc comme ça, qui se tiendra du 8 au 12 à Bucarest, si je ne me trompe pas. On avait déjà joué l'an dernier. C'est une équipe de jeunes qu'on envoie là-bas, donc c'est pas, voilà, on n'a pas pris les meilleurs auditeurs de l'ANSSI, on n'a pas pris les meilleurs auditeurs de chez nos PASSI préférés. On prend des jeunes, volontairement, qu'on a sélectionnés, hein, il y a toute une phase de sélection. On les a formés, c'était très sympa d'ailleurs, je suis passé les voir, c'était particulièrement sympa. On les a formés et ils vont représenter les couleurs de la France dans un CTF, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, c'est du jeu cyber, c'est du jeu avant tout, mais c'est du jeu sérieux finalement. Et ça permet de porter des messages, ça permet de montrer qu'au-delà du jeu, il y a des carrières passionnantes dans ces domaines-là. Et puis par le jeu, par de l'affrontement maîtrisé, enfin c'est comme pour les compétitions sportives, hein, ça reste de l'affrontement, mais on maîtrise les choses, et bien on arrive comme ça à créer une sorte de lien, de coopération informelle entre les pays européens, qui à mon avis est particulièrement intéressante. Donc l'ENISA, encore, est à l'origine de ça, c'est son rôle en particulier de travailler là-dessus, et on y participe très volontiers. Ça fait partie de ces petites pierres qui vont faire un bel édifice et qui vont, comme ça, nous permettre de diffuser nos messages de manière très différente. Évidemment, vous comparez la réglementation des opérateurs d'importance vitale et l'envoi d'une équipe de jeunes à Bucarest, c'est pas la même chose, mais en fait, si, c'est la même chose, fondamentalement. Donc voilà, plein de choses. Gardez cette image, on a un socle, ce socle, on l'a construit, on l'a bien construit, il est solide, et il faut construire sur ce socle pour continuer à ouvrir le sujet cyber, que ce ne soit pas juste le sujet des quelques experts, même un peu nombreux, qui est dans cette salle et autour, mais que ce soit bien le sujet de tout le monde. C'est ça notre enjeu à tous. Voilà. C'est confortable de rester entre nous, c'est beaucoup plus efficace d'ouvrir tout ça à tous ceux qu'on veut protéger, c'est-à-dire à peu près tout le monde. À ce titre-là, 2020, ça va être une année intéressante, pour peu que les précédentes ne l'aient pas été. 2020, pour nous, égoïstement, c'est une année de réflexion intense. Moi, je souhaite que l'ANSSI ne s'arrête pas de bouger, donc je continue avec toute l'équipe de direction, avec Emmanuel, avec Yann, on continue à secouer l'ANSSI avec cette image permanente pour avancer, pour marcher, pour courir, c'est du déséquilibre permanent. Et donc on crée ce déséquilibre, je m'en excuse auprès de nos agents, mais c'est volontaire. On crée ce déséquilibre de manière à continuer à avancer et à surtout pas s'arrêter et à se dire voilà, c'est bon, on sait faire, maintenant on va caler les processus et on n'en bouge plus. Non, surtout pas. Donc 2020, ça va être l'année du cybercampus. J'espère sincèrement. 2020, c'est l'année où vont se concrétiser beaucoup d'autres beaux projets en France, du côté de Rennes par exemple, plutôt pour le ministère des Armées, de très beaux projets qui font que la France est solide dans le domaine de la cybersécurité, qui font que on est peut-être petit, mais on est parmi les grands. Et c'est ça l'enjeu de la France finalement. Je ne vais pas sortir de mon champ de compétences, mais notre positionnement, c'est bien de rester parmi les grands. Sachant que dans les grands, il y a des très grands, très remuants, très agressifs,
mal dirigé. Et vous voyez, la volonté jusqu'au plus haut niveau de l'État, c'est d'être dans ce groupe-là. Et par la cyber, on fait exactement la même chose. On veut être dans ce groupe-là. Et je pense qu'on y est aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est y rester, évidemment. On aura une dynamique européenne très importante. Élections, changement de commission, le cyber va revenir en force. On a vu les années précédentes que ce n'est pas simple, l'Europe, évidemment, mais c'est un outil très important pour développer certains de nos sujets. Pas tous, mais certains de nos sujets. Le Cyber Act, tout ce qui concerne les NISA, la certification, avancer à la directive Nice, sincèrement, ça nous permet d'avancer. On n'aurait pas ça, on avancerait moins vite. Donc, voilà, on peut critiquer, on aime bien critiquer, mais fondamentalement, il y a de très belles choses qui sont faites, et là, tout le travail que l'on fait, et on influence beaucoup, au bon sens du terme, les travaux de la Commission dans ce domaine-là, on a besoin de ça. Donc on va continuer à travailler au niveau européen, et l'ENISA qui s'est réinventé, un petit peu, qui se repense en ce moment, suite au Cyber Act, va jouer un rôle majeur, ainsi que tous les acteurs et les réseaux qu'on est en train de tisser actuellement au niveau opérationnel, au niveau stratégique, en termes de coopération en Europe, moi, me rendent plutôt très optimiste sur la faisabilité d'une Europe de la cybersécurité, qui n'est plus qu'une illusion, une utopie, qui devient une véritable réalité. Et puis à l'échelle internationale, même si fondamentalement c'est quand même l'agressivité qui domine, on a des discussions qui ont repris à l'ONU. Alors sincèrement, j'y croyais pas beaucoup. Ça partait très mal, ces choses-là. Et les premiers retours que l'on a, et notamment notre ambassadeur pour le numérique, Henri Verdier, sont pas si négatifs que ça. En fait, on commence à avoir le début d'une prise de conscience de la part de nombreux États, aux physionomies très différentes, que les sujets de cybersécurité, finalement, laisser se développer de l'insécurité, un jour ou l'autre, ça finit par vous revenir dans la tête. On commence à voir des États qui ne paraissaient pas parmi les plus vertueux réfléchir et se rendre compte de ce genre de choses, et donc se dire, il faut peut-être finalement ordonner un petit peu tout ce cyberespace. Alors pas trop non plus, il y en a qui veulent trop l'ordonner le cyberespace, c'est le problème, donc il y a un juste milieu, mais éviter que ça devienne uniquement un lieu de conflictualité. Donc les travaux qui reprennent sont plus, enfin moi je trouve que c'est plus intéressant que ça n'aurait pu l'être, objectivement. Et puis, des démarches comme par exemple, on va fêter les 1 an de l'appel de Paris. L'appel de Paris, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un truc de hippie, quand on lit ça en premier lieu, qui appelle à la responsabilité des acteurs et à la paix dans le monde. C'est vraiment un truc de hippie. Sauf que ce n'est pas porté par des hippies. Enfin, je ne mets pas l'ANSSI dans les hippies, pas encore. Je ne mets pas le président de la République là-dedans non plus, je ne me permettrai pas. Non, ça dit quoi l'appel de Paris? Ça dit que chacun est responsable et doit intégrer ces questions de sécurité numérique. Il y a, je ne sais plus, 450 signataires déjà. Pour ceux qui sont dans la salle, entreprises, organisations, qui n'ont pas signé cet appel de Paris, il n'y a pas d'obligation, ça va de soi, on peut encore le signer, on peut encore rejoindre cet appel de Paris. Je vous encourage sérieusement à aller relire ce que c'est que l'appel de Paris et à vous poser vraiment en conscience la question de et pourquoi je ne signe pas ça? Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet d'identifier justement ceux qui ne signent pas. Et au-delà des beaux discours, de les mettre un petit peu face à leurs propres contradictions. Et là, on retrouve certains grands acteurs, très clairement, en termes d'État. Donc tout ça pour dire, j'avais bien 1h30, hein, c'est ça? Non? Il y a 2 heures. Il y a un compteur, mais je ne sais pas de quoi d'où il a commencé. Ouais, bref. Ma conclusion. On a longtemps dû agiter, utiliser des ressorts de peur, de terreur, pour porter nos messages de cybersécurité. Je ne le regrette pas parce que c'était nécessaire. Et vous voyez, je parle déjà au passé. Je pense qu'aujourd'hui, globalement, les décideurs ont compris qu'il y avait un sujet avec la cybersécurité, que c'était un sujet grave, et que s'il était maltraité, il y aurait de graves conséquences. Donc continuer à agiter la terreur, je pense que ce ne sera pas efficace. Il faut expliquer les choses, bien sûr. Il faut expliquer quels sont les différents types de menaces. Derrière le mot cyberattaque, on sait très bien qu'il peut se cacher tout et n'importe quoi. Il faut faire de la pédagogie, mais uniquement faire peur, je pense que la méthode a atteint ses limites. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est être capable de se rapprocher de ceux qui font, ceux qui portent les systèmes, ceux qui en ont la responsabilité, ceux qui font l'innovation, et aller leur apporter notre aide, et pas leur apporter des problèmes,
C'est facile à dire, évidemment, parce que la sécurité, ça reste un facteur de coût, un facteur de délai, un facteur de risque. Pour être passé par la DGA à un moment, je peux vous assurer qu'un directeur de programme normalement constitué, quand vous lui parlez de coût, de délai, de risque, il va chercher à vous fuir, par définition. Donc, on arrive avec des coûts, des délais et des risques, et on doit devenir l'ami, le sauveur, l'aidant de ces gens qui ont d'autres métiers à faire que de la cybersécurité. Donc, il est là le challenge pour nous. Ceux qui vont s'enfermer dans le rôle finalement d'apôtres de l'Apocalypse, ceux-là, ils vont se faire corneriser. Évidemment. Ça va finir par lasser, ce discours-là. Mais à l'inverse, je pense qu'on peut apporter aujourd'hui, on a la maturité pour apporter un discours positif. Toutes les solutions qu'on voit sur le salon, et il y en a bien d'autres, montrent bien la vitalité qu'il y a, l'innovation qu'il y a dans le domaine de la sécurité numérique. Donc à nous d'aller parler aux innovateurs, d'aller parler aux dirigeants, pour leur dire des choses qui les intéressent. Ils n'ont pas envie d'entendre parler de sécurité anxiogène, même si évidemment c'est jamais très très loin. Donc à nous de faire ça. C'est pas facile comme mutation, mais cette mutation, il faut la faire aujourd'hui. Autrement, oui, on aura une communauté sympa, on va se revoir tous les ans ici, ce sera toujours aussi agréable, mais finalement on sera de plus en plus étanche au monde que l'on veut protéger. Et ça sera totalement inefficace. Donc cette cybersécurité positive, je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais fondamentalement c'est ça l'idée, c'est à nous de l'inventer. Alors il y a déjà, je ne dis pas qu'on part de zéro, il y a plein de choses qui sont déjà faites, mais il faut la vendre, cette cybersécurité, et la vendre de manière qui intéresse ceux qui sont prêts à l'acheter fondamentalement, parce qu'ils ont bien compris que faire sans, ça n'allait pas leur porter chance. Mais il faut leur apporter des solutions. Il faut les aider. Il ne faut pas juste leur faire peur. Voilà. C'est ça, finalement, le seul message, ce que j'avais à vous dire. C'est ça. Il faut arrêter de faire peur, il faut s'imposer, il faut être ambitieux, il faut apporter des solutions. Et tout ce qu'on va voir pendant 3 jours, je pense que ça va exactement dans ce sens-là. Ça, je suis plutôt là encore très, très optimiste. Il faut être optimiste, évidemment, dans nos métiers, sinon on ne s'en sort pas. Donc vous voyez, nos métiers, c'est ce qui est passionnant. On continue à réinventer nos métiers en permanence. Regardez il y a 5 ans, regardez il y a 10 ans, regardez il y a 15 ans. Mais ce qu'on a inventé il y a 15 ans, et qui marchait à ce moment-là, qui était nécessaire à ce moment-là, aujourd'hui, c'est plus forcément la bonne recette. Donc, attention à ne pas devenir des espèces menacées, des dinosaures, qu'on viendra voir comme on va au zoo, mais qui fondamentalement n'auront plus aucun impact sur notre société. Et notre rôle, il est bien de protéger notre société. Voilà, je vous remercie tous. Je suis ravi de vous voir aussi nombreux, une fois de plus. Je vous souhaite d'excellentes assises. Ça va encore être un moment très agréable. Attention, pas trop de champagne le soir. Je dis ça pour mes collaborateurs, pour les autres, je ne me permettrai pas. Profitez-en bien, et merci à tous pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Donc on a retenu le message, être positif, même s'il faut se laver les mains. Donc quelques conseils d'hygiène informatique. Alors on va passer à la traditionnelle question de session-réponse. Et donc vous avez été assez nombreux à nous envoyer des questions pour Guillaume Poupart. Des questions qui sont autour de 2 grandes thématiques cette année. Bon, c'est pas très très étonnant. Le cloud et les problématiques de souveraineté, et puis tout ce qui concerne, bien sûr, les OSE et les OIV. Donc voilà. Il faudra que j'y aille, d'ailleurs. Non, reste. On a encore besoin bien sûr, de toi. Bien sûr. Et ce qui est très bien aussi, c'est les questions, on le voit, émanent autant des RSSI que des partenaires. Les préoccupations sont partagées, mais je crois que le discours que nous avons entendu, en effet, s'adresse vraiment à tout le monde, à toute la communauté, et bien au-delà même de la communauté des entreprises. Je pense qu'en tant que citoyens, nous nous sentons tous concernés. Alors je vais commencer. Pouvez-vous nous donner une idée des critères de choix des OSE à venir? Ça, c'est un algo subtil et secret. Donc pour désigner les opérateurs de services essentiels, on a commencé par ce qui était simple. On a essentiellement commencé par ceux qui étaient déjà opérateurs d'importance vitale et qui rentraient dans la catégorie des opérateurs de services essentiels.
tous les OIV n'ont pas vocation à être OSE, à commencer par beaucoup d'OIV publics, d'administration qui ne sont pas, voilà, où le côté alors, sociétal, ça, on pourra en discuter, mais le côté économique, évidemment, n'est pas aussi marqué. C'est pour ça qu'on a désigné 122 OSE. On a eu un premier batch comme ça, en fait, où dedans, il n'y a que des OIV. Donc ça, c'était la partie simple. Donc ceux-là, on ne les publiera pas, on ne les connaîtra pas. Alors, les OIV, c'est secret. Il y a eu plein de débats. Bon. C'est secret parce que dans le lot, il y a certaines boîtes sur lesquelles on ne veut pas que les gens commencent à se demander pourquoi ils sont là-dedans. Voilà. Et une fois qu'on a dit ça, en général, c'est qu'ils contribuent à la dissuasion nucléaire. Voilà, je vous ai révélé un grand secret. Donc cette liste, elle restera secrète pour des raisons évidentes. Les OSE, on ne va pas publier de liste. Par contre, elle n'est pas classifiée. Ce qui fait qu'un OSE qui veut dire qu'il est OSE, on n'est pas obligé de le mettre en prison. C'est ça pour les OIV. La moitié de la salle est rassurée. C'est bon. Donc voilà, il n'y aura pas de liste, parce que le problème d'une liste, c'est toujours la même chose. Pourquoi lui, il est dedans, pourquoi lui, il n'est pas dedans, et tout ça. C'est des débats qui ne sont pas intéressants. Mais par contre, on encourage au contraire les OSE à utiliser leur statut d'OSE pour une démarche, notamment vis-à-vis de leurs prestataires, et ainsi de suite. Après, comment est-ce qu'on choisit les OSE? Alors, dans la directive Nice, il y a une liste minimale. Liste minimale, ça veut dire que c'est ce qu'il faut implémenter à minima, et on peut aller au-delà. Et d'ailleurs, on a beaucoup de discussions à l'échelle européenne ensuite avec les autres États membres pour voir comment est-ce qu'on fait pour harmoniser, évidemment, pour qu'il n'y ait pas trop de divergence. Nous, comme on avait déjà fait tous les OIV et tout ça, c'est vrai qu'on a une interprétation assez large. Et donc, on va au-delà de la liste, sans faire de surtransposition, mais on va au-delà de la liste volontairement. Et donc, il y a certains acteurs, dans ceux qui ne sont pas OIV, qui s'imposent assez naturellement comme des acteurs importants pour notre économie ou notre société, et qui ne sont pas des acteurs de la sécurité nationale. Voilà. Chaque fois que je cite un nom, après je les ennuie, mais Pôle emploi, ce n'est pas un OIV. On peut toujours débattre, je pense que c'est un acteur fondamental pour la société. Et ils font du numérique, ils le font bien, ils en font de plus en plus, il faut protéger ce secteur numérique. Et décider comme ça, on en a plein. Après, dans le choix des secteurs, il y en a sur lesquels c'est facile parce que ce sont les secteurs eux-mêmes qui viennent nous voir en disant « nous, on veut être OSE ». Ça va peut-être vous surprendre, mais il y en a pas mal. Qui voient tout à fait l'intérêt qu'il y a à avoir une réglementation sur laquelle s'appuyer pour développer leur propre sécurité. Qui ne voient pas dans la réglementation un truc à fuir absolument, mais qui voient bien une opportunité là-dedans. Donc avec eux, finalement, c'est avec eux qu'on travaille le plus pour les désigner au plus vite. Il y a d'autres secteurs qui sont à la marge, qui nous disent, qui viennent nous voir en nous disant « on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, on comprend ce que vous faites, on comprend qu'on devrait le faire, mais les règles, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à le faire, ce serait très compliqué. Et on n'est pas là non plus pour mettre les gens dans une difficulté à coup sûr. Donc dans ce cas-là, on ne leur dit pas qu'ils ne seront jamais OSE, mais on retarde un petit peu la déclaration du secteur. Et puis après, on est sur une montée en puissance qui est assumée. Il y a un an, désigner 1000 OSE, c'était la certitude de faire exploser le système. Faire exploser le système, parce que être OSE, ça veut dire quoi? Ça veut dire voir arriver plein de règles qui s'imposent. Nous, on ne veut surtout pas désigner les OSE en leur envoyant un papier. Alors c'est classe, hein, la Marianne en tête Premier ministre et tout ça, c'est super classe, mais c'est pas comme ça qu'on peut désigner un OSE, quelqu'un qui découvre le sujet. Donc il y a tout un travail d'accompagnement pour nous, de notre part, pour faire en sorte que ça se passe bien. Et ça prend du temps et ça prend de la ressource. Et je n'ai pas la ressource pour traiter 1000 OSE en même temps. Ça, c'est très clair. Et l'autre ressource qui va manquer, c'est tous les prestataires, tous ceux qui vont accompagner ces opérateurs dans leur sécurisation. Il y en a beaucoup dans la salle. C'est l'offre et la demande. Donc, il faut faire monter la demande progressivement. Alors, elle monte toute seule, mais la demande réglementaire. Et il faut que l'offre, donc les audits, la détection, la réponse à incident, tous ces métiers où on évalue, on certifie, on qualifie les acteurs, puissent se développer également. Et ceux qui sont dans la salle savent très bien que si, en l'espace d'un an, il faut faire x3, x4, eh ben, ce n'est pas possible, ne serait-ce que parce que la ressource humaine, elle n'existe pas pour faire ça. Donc voilà, c'est une alchimie assez subtile qui fait que l'idée, c'est bien d'avoir un maximum d'OSE à la fin parce qu'on croit beaucoup à cet outil réglementaire, mais qu'il faut l'utiliser intelligemment, autrement c'est pire que tout, et qu'il faut que ce soit l'ensemble de la communauté qui se développe en même temps et pas uniquement avoir le plaisir ou la satisfaction de désigner de manière quasiment punitive de nouveaux opérateurs.
Merci. Alors, je vais te poser une autre question qui, je pense aussi, va avoir une réponse courte. Non, j'exagère. On a 2 heures, on a dit. On a 2 heures. C'est marqué là. Quelle est la doctrine de l'ANSSI vis-à-vis des offres de services des GAFAM, alors, services cloud, SaaS, offres bureautiques, bon, je ne sais pas à quoi ils pensaient en posant la question. Le recours à ces offres par les acteurs du secteur public ne représente-t-il pas un risque stratégique pour l'indépendance numérique française? Alors, tu n'as pas 2 heures, malheureusement. Alors, pour faire court, oui, il y a des risques, évidemment. Refuser la technologie, c'est garantir de disparaître à moyen ou long terme. Donc on a besoin de travailler avec les meilleurs, on a besoin de bénéficier des meilleures technologies. Et après, tout l'enjeu, c'est de voir comment est-ce que l'on fait en fonction des usages, en fonction des applications, en fonction de type de données ou de processus à traiter, pour trouver l'optimum entre des questions de sécurité, des questions de souveraineté, et je distingue les deux, parce que ce n'est pas le même sujet, et des questions d'efficacité, voire de coût, bien évidemment. Donc là, l'équation, elle est hyper subtile. Là, je n'ai pas l'algorithme qui donne systématiquement la bonne réponse. Par contre, toute démarche trop doctrinale, trop ferme, trop négative, est probablement vouée à l'échec. Donc il y a probablement de la place pour tout le monde. Et c'est dans les extrêmes. Il ne faut pas toucher les bords hein, dans le dessin que j'ai fait. C'est dans les extrêmes, évidemment, où on se plante. Bien sûr qu'une grande entreprise sensible, un OIV, peut utiliser des systèmes à la pointe développés par des GAFAM. Bien sûr. Et heureusement, parce qu'ils le font déjà. Donc aller contre, ce ne serait pas efficace. Mais bien sûr également qu'il y a certains systèmes particulièrement sensibles, d'importance vitale par exemple, sur lesquels il faut redoubler de précautions et vraiment voir comment sont traités ces systèmes, quelle est la sécurité, quelles sont les réglementations qui s'appliquent, quels sont les droits qui s'appliquent. Et évidemment, nous on préférait qu'en France, en Europe, ce soit uniquement le droit européen qui s'applique. Suivez mon regard. Mais je pense que ce sujet-là, par exemple, ce sujet de droit, on doit être capable d'en parler, y compris avec les entreprises américaines. À qui ça pose un problème aussi, d'ailleurs. Je ne veux pas parler à leur place, mais tout le monde est gêné, finalement, avec l'application extraterritoriale du droit américain. Donc voilà, ces discussions, on les a aujourd'hui. Je pense que les GAFAM, ils ont un rôle à jouer. Dire on ne veut pas les voir, ce serait une erreur totale. Par contre, le côté un peu défaitiste, genre oh, mais non, on est en retard, on n'arrivera jamais, tout ça, on doit aller uniquement vers ces solutions-là, c'est un renoncement qu'on n'est pas prêt à faire, parce que je pense que ce sera un renoncement à la fois dangereux et même inutile, parce qu'on peut faire des tas de choses en Europe, dans des domaines comme ça. D'accord, merci. Alors, on a beaucoup parlé des OSE, on a parlé des OIV. C'est un sujet qui, depuis 2 ans, quand même, est sur le devant de la scène. Mais quand on n'est ni OIV, quand on n'est ni OSE, comment l'ANSSI prévoit-elle d'accompagner, enfin, pourrait-elle accompagner ces entreprises? Donc, on a parlé tout à l'heure de cybermalveillance, mais là, la question s'adresse à l'ANSSI. Souhaitons bonne chance. 3 millions de PME en France. Il faut passer à l'échelle. Alors d'abord, au niveau opérationnel de l'ANSSI, donc dans les gens qu'on va aider, je n'ai pas compté, je n'ai pas les stats, mais à vue de nez comme ça, il y a plus de la moitié des victimes que l'on aide qui ne sont ni OIV ni OSE. Il y a des noms d'ailleurs qui sortent dans la presse parfois, pas de notre fait, mais qui sortent dans la presse, vous verrez, ce n'est pas des OIV, ce n'est pas des OSE, certains d'entre eux. Comme des acteurs importants au niveau économique, où ça a un impact, évidemment, qui fait qu'on a intérêt à agir. Mais ce que je dis habituellement aux entreprises dans cette catégorie, c'est que si on a de la ressource, si on a de la disponibilité, on ira volontiers les aider si jamais il y a un problème. Après, le jour où il y a un vrai problème, c'est-à-dire où il y a plusieurs victimes en même temps, on va prioriser les OIV et les OSE. Voilà, c'est la règle du jeu, quelque part, c'est normal. Au-delà des grands groupes, ce n'est pas les grands groupes qui m'inquiètent le plus, finalement, parce qu'on sait, finalement, on voit comment faire. C'est compliqué, enfin, je ne reviens pas dessus, mais on voit comment faire. Les PME, c'est évidemment compliqué, mais le problème des PME se résoudra de lui-même quand les offres numériques mises à disposition des PME seront intrinsèquement sécurisées. Ce n'est pas encore le cas, c'est encore un champ de développement, mais ça va résoudre le truc tout seul parce qu'une PME, elle n'a pas vocation à faire de l'informatique. Elle a vocation à utiliser des outils. Et ces outils, il faut les sécuriser. Raison pour laquelle, je ne crache pas sur le cloud et tout ça, loin de là, parce que c'est même la solution pour eux.
fondamentalement, si c'est bien fait. Entre les deux, depuis quelques mois, on découvre qu'il y a des ETI, on découvre pas, il y a des ETI, il y a des entreprises, 1000, 2000 personnes, donc voilà, c'est plus des PME, hein, c'est des entreprises établies, qui ont parfois des savoir-faire absolument incroyables, d'ailleurs c'est pour ça que les grands groupes travaillent avec eux. Eh bien, ces entreprises-là, elles ont besoin d'avoir leur propre système, elles sont incapables de les sécuriser très souvent, elles sont ciblées par les attaquants qui ont compris que c'était le point faible, c'est devenu notre talon d'Achille, et elles les ciblent, évidemment, pour rebondir vers des sources, des cibles plus stratégiques parmi les clients de ces entreprises. Et alors là, on a un vrai sujet, parce que, et c'est là où la complexité va se concentrer, on n'a pas les solutions pour elles. Les solutions pour les grands ne fonctionnent pas, les solutions pour les petits ne fonctionnent pas forcément non plus, donc on est vraiment mal. Il y en a beaucoup, il n'y en a pas 3 millions, mais il y en a beaucoup, donc il est hors de question d'aller les voir une par une. Je pense qu'il est hors de question à ce stade de les désigner dans un quelconque régime réglementaire, ce serait inefficace, parce que encore désigner c'est bien, mais après il faut être capable de réaliser les choses. Donc là on a une zone où il faut qu'on travaille. Encore, le problème, c'est pas de les prendre séparément. Quand on travaille avec une telle ETI, après un drame ou pas, ça va super vite, même plus vite que dans un grand groupe, c'est assez logique. Mais fondamentalement, c'est le nombre qui pose problème. Donc là, on a une zone de flou qui m'inquiète particulièrement. D'accord. Alors une dernière question, là, qui est sur le référentiel de Secnum Cloud. Donc, nous dit la personne qui nous a envoyé la question, très exigeant pour garantir la confiance dans des fournisseurs cloud. L'ANSSI pourrait-elle confirmer que l'utilisation d'une solution qualifiée Secnum Cloud dans un écosystème cohérent permet de gérer en confiance des informations de diffusion restreinte? Non. Bon. Alors, celui ou celle qui a posé la question a sa réponse. Merci. C'est pas assez. Non, c'est pas assez. Juste un commentaire. Ces référentiels, il faut les relire, ou les lire tout court. L'ANSSI produit beaucoup. Hein. Oui, on va continuer. Mais il faut les lire, ces référentiels. Sincèrement, ça se lit plutôt bien. Ce soit austère, mais j'espère que ça se lit plutôt bien. Prenez chaque règle séparément et dites-vous, est-ce que cette règle, c'est un délire? Est-ce que c'est encore un truc d'ayatollah de l'ANSSI? Est-ce que c'est de l'excès de sécurité, tout ça? Sincèrement, chaque règle prise séparément, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Et à la question, est-ce que je l'enlève ou pas, cette règle, on hésite à l'enlever parce qu'on voit bien que c'est du bon sens. Et ne pas appliquer du bon sens, ça pose problème. Là où ça devient compliqué, et je rejoins un peu l'auteur de la question, c'est qu'à la 50e page, à la 150e règle de bon sens, évidemment, ça commence à peser lourd dans la balance. Donc c'est pour ça que Secnum Cloud, comme les autres référentiels d'ailleurs, les PASI, P10, PRIS, tout ça, chaque règle est une règle de bon sens, fondamentalement. Tout mis bout à bout, c'est lourd. C'est que faire de la sécurité de manière très sérieuse, c'est très compliqué. Après, pour relativiser, normalement, sur le cas de Secnum Cloud, et on le fera de plus en plus pour les autres référentiels quand c'est possible, on s'appuie quand même sur des standards, des règles existantes. De mémoire, Secnum Cloud, il y a quand même beaucoup d'ISO 27001. Un bon prestataire de cloud, qui soit ISO 27001, ça ne me choque pas. Et après, on rajoute quelque chose qui nous, en termes de droit, en termes de crypto, des choses qui nous tiennent à cœur. Mais c'est vrai que le total est lourd. Voilà. C'est ce qui fait que pour ceux qui sont qualifiés ou en cours de qualification, c'est une aventure, évidemment. Ça coûte. Et j'espère que cette démarche vertueuse, parce que ça reste une démarche vertueuse, se traduira d'un point de vue économique pour eux. Je suis plutôt confiant sur certains référentiels, et sur d'autres, ça reste à prouver. Très bien. Merci. Ça sera le mot de la fin pour cette Merci session. beaucoup. Merci beaucoup, Guillaume. Merci.